Yvain le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, texte intégral adapté par Anne-Marie Cadeau-Collin. Chapitre 5. Arthur au château de Lodin. Pendant ce temps, le roi Arthur s'était mis en route pour venir voir le prodige de la fontaine et de la tempête. Il avait quitté Carduel, escorté de ses chevaliers, qui souhaitaient tous prendre part à l'aventure, que le sénéchal ne put tenir sa mauvaise langue. « Je ne vois pas monseigneur Yvain parmi nous. Qu'est-il donc devenu? N'est-ce pas lui qui s'était vanté de venger son cousin Calogrenant? Je crois que le bon vin du repas y était pour beaucoup. S'il avait réussi, nous l'aurions bien su, mais son absence parle pour lui. Il s'est enfui, je pense pour ne pas affronter l'épreuve. » Le noble et généreux Gauvin ne pouvait laisser passer ces paroles. « Vous feriez mieux de vous taire que, si monseigneur Yvain n'est pas avec nous, c'est qu'il a dû avoir un empêchement. Arrêtez ces propos insultants. » Arrivé à la fontaine, le roi qui voulait voir la tempête versa sur le perron l'eau puisée dans le bassin d'or. Aussitôt les éléments se déchaînèrent, et monseigneur Yvain ne tarda pas à arriver, revêtu de son armure. Monté sur son cheval fougueux, il se précipita pour défendre la fontaine. Aussitôt, avant tous les autres, Queue demanda au roi l'autorisation de combattre. Comme toujours, il voulait être le premier, quoi qu'il arrive, à affronter l'adversaire. Le roi le lui accorda, et le sénéchal enfourcha son cheval. Yvain l'avait parfaitement reconnu à ses armoiries, et il était ravi à l'idée de lui donner une bonne leçon. Ils se ruèrent donc l'un contre l'autre au galop de leurs destriers. Les lances furent fracassées, mais le coup d'Yvain avait été le plus puissant. Queue, désarçonné, fit la culbute et tomba piteusement à terre. Bien des spectateurs ne purent se retenir de sourire, car tous avaient été victimes de ses sarcasmes. Monseigneur Yvain ne voulait pas lui faire de mal. Il mit pied à terre et alla prendre le cheval de Queue pour l'amener au roi. « Seigneur, je vous rends ce cheval. Il n'est pas question que je m'empare de ce qui vous appartient. Et qui êtes-vous? Je suis incapable de vous reconnaître. Dites-moi votre nom ou découvrez votre visage. C'est moi, Yvain, votre fidèle chevalier. » Queue était effondré et honteux d'avoir prétendu qu'Yvain s'était enfui. Mais les autres étaient ravis. Ils n'étaient pas fâchés de la déconvenue du sénéchal, et surtout, ils se réjouissaient de retrouver Yvain. Gauvin tout particulièrement, car c'était le compagnon d'aventure qu'il préférait. Quant au roi, il lui demanda de lui raconter tout ce qui lui était arrivé. Yvain leur rapporta point par point ses aventures, et comment la demoiselle lui avait sauvé la vie. Après cela, il invita le roi et tous ses chevaliers à séjourner dans sa demeure. Ce serait pour lui un grand honneur. Le roi accepta de rester 8 jours entiers. Ils montèrent à cheval et se dirigèrent vers le château. Yvain avait envoyé un écuyer pour prévenir Lodin de la venue du roi. La dame, toute heureuse, pria ses chevaliers d'aller à la rencontre du roi de Bretagne. Ils le saluèrent avec beaucoup de considération, manifestant leur joie de le recevoir. À l'arrivée du roi, le château était en liesse. On avait sorti des tapis pour couvrir le sol des rues, et de riches soieries pour orner les murs des maisons. La ville retentissait du son des cors et des clairons. Les jeunes filles chantaient, accompagnées de flûtes, de tambourins et de cymbales pour fêter le roi Arthur. La dame de l'Antugue parut alors vêtue d'une robe d'hermine digne d'une impératrice. Un diadème de rubis ornait ses magnifiques cheveux blonds. Elle était belle comme une déesse. Souriante, elle s'approcha gracieusement du roi pour l'aider à descendre du cheval en lui tenant l'étrier afin de lui faire honneur. « Soyez le bienvenu, seigneur roi, et vous aussi, monseigneur Gauvin. Béni soit le jour qui vous amène en ces lieux. » Le roi la salua tout aussi aimablement et la prit galamment par la taille en homme courtois. Tous furent accueillis de façon joyeuse, chacun s'efforçant de leur être agréable. Au milieu de cette allégresse, 2 personnes eurent un plaisir particulier à se rencontrer. Ce fut une rencontre entre la lune et le soleil. Gauvin n'est-il pas appelé le soleil de la chevalerie, pareil à l'astre d'or qui illumine le monde chaque matin de ses rayons? Quant à Lunette, comme l'astre des nuits dont elle portait le nom, il était incomparable de fidélité et de dévouement. C'était une ravissante brunette de noble naissance, dont la sagesse et l'habileté s'alliaient à un caractère enjoué. Gauvin fut fort heureux de la connaître, car elle avait sauvé la vie de son meilleur ami. Elle lui raconta donc en détail tous ses efforts pour convaincre sa dame d'épouser Yvain, et comment elle l'avait sorti des mains de ceux qui le cherchaient en lui donnant l'anneau. Il était parmi eux, et il ne le voyait pas. Monseigneur Gauvin s'amusa beaucoup à ce récit. « Demoiselle, sachez que je suis à vous en cas de besoin, et même si vous n'avez pas besoin de moi, je suis vôtre, soyez dorénavant mademoiselle. J'accepte avec reconnaissance,
même si je ne souhaite pas être dans une telle détresse que j'ai besoin de votre aide. La fête fut magnifique. Il y avait bien 60 dames, toutes belles, nobles et élégantes. Elles étaient là pour se divertir en compagnie des chevaliers qui s'asseyaient avec elles pour bavarder et les courtiser. Quelle fête pour monseigneur Yvain de pouvoir ainsi recevoir le roi. Lodine était à ses côtés et s'empressait auprès de ses hôtes de manière exquise. La semaine se passa dans ces divertissements. Les bois et les rivières permettaient de chasser, et Yvain avait plaisir à montrer à tous les vastes domaines de son épouse. Durant cette semaine, tous les chevaliers, sans exception, avaient multiplié leurs efforts et leurs prières pour pouvoir emmener Yvain avec eux. Monseigneur Gauvin se montrait particulièrement insistant. « Comment, seigneur Yvain, seriez-vous à présent de ces chevaliers qui, à cause de leurs femmes, ne s'intéressent plus au combat? Malheur à celui dont le mariage amoindrit la valeur. Celui qui a pour épouse une belle dame doit au contraire chercher à faire grandir son prestige. Si sa renommée décline, l'amour qu'on lui porte en fera autrement. Une femme a vite fait de retirer sa faveur à un homme, si celui-ci la déçoit. Allons, il faut que votre gloire grandisse. Nous partirons ensemble courir les tournois, pour qu'on ne prétende pas que vous êtes un mari jaloux. Il ne faut pas rester dans son château à rêvasser, mais sortir de chez soi et participer à des joutes, quoi qu'il en coûte. Je ne voudrais pas que notre compagnonnage ait à souffrir de votre nouvel état. Vous verrez, la joie d'amour ne sera que plus douce quand vous reviendriez chez vous auprès de rudes combats. On goûte encore mieux un plaisir dont on a été privé. Si vous vous habituez maintenant au confort du bonheur conjugal, vous ne pourrez plus vous en passer, et vous serez perdu pour la vie aventureuse. Notez que je sais bien qu'il est facile de donner d'excellents conseils à autrui. J'aurais moi-même le cœur déchiré si je devais quitter une aussi belle dame. Gauvin fit tant et si bien par ses discours et ses prières qu'Yvain promit d'en parler à sa femme et de partir avec ses compagnons si elle le permettait. Il était bien résolu à retourner en Bretagne. Il alla donc la retrouver. « Ma très chère dame, vous qui êtes mon cœur et mon âme, ma vie et mon bonheur, accordez-moi un don, je vous en prie. » Elle lui promit aussitôt sans savoir ce qu'il voulait demander. « Cher époux, vous pouvez exiger de moi ce qu'il vous plaira. » Monseigneur Yvain, sur le champ, lui demanda la permission d'accompagner le roi et d'aller participer au tournoi, pour ne pas passer pour un lâche. « Je vous accorde ce congé, mais pour un temps limité. Prenez garde, si ce délai devait être dépassé, l'amour que j'ai pour vous se transformerait en haine. Soyez-en sûr. Sachez que je n'ai qu'une parole. Si vous trahissez votre promesse, moi, je tiendrai la mienne. Pensez à revenir dans un an, jour pour jour, 8 jours après la fête de Saint-Jean. » « Ma très chère dame, dit Yvain bouleversé, cette date est beaucoup trop éloignée. Je compte bien d'être de retour avant, si Dieu le veut. Mais je ne peux pas être aussi sûr de ce qui m'arrivera. Si je suis malade, blessé ou prisonnier, il me sera impossible de respecter le délai fixé. Seigneur, je ferai donc une exception. Tant que vous penserez à moi, nul danger ne vous atteindra. Mettez à votre doigt cet anneau qui m'appartient. La pierre qui est incrustée a des pouvoirs prodigieux. Sous sa protection, un amoureux fidèle et loyal ne peut subir aucun dommage. Ni prison, ni blessure ne le menacera, tant qu'il se souviendra de son ami. Cet anneau vous garantira mieux qu'un écu ou un haubert. Je n'ai jamais voulu le prêter à personne, mais à vous je le confie par amour. Voici donc monseigneur Yvain libre de partir. » Bien des larmes furent versées au moment des adieux. Mais le roi Arthur était impatient de s'en aller, et l'on amena les palefrois équipés pour le voyage. Il fallait se séparer, et Yvain dut s'arracher aux larmes et aux baisers de Lodine. La dame, après l'avoir accompagnée un moment, revint au château. Elle gardait avec elle le cœur d'Yvain, mais lui, d'autres pensées n'étaient pas bientôt le distraire? Il allait retrouver avec ses compagnons la vie aventureuse des tournois, et je peux déjà vous dire qu'Yvain va s'y donner pleinement. Son temps sera bien occupé, car monseigneur Gauvin ne permettra pas qu'il le quitte. J'ai bien peur qu'Yvain ne respecte pas le délai fixé par sa dame. S'il le dépasse d'un seul jour, il le paiera très cher. Il ne retrouvera sans doute jamais son amour. Yvain le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, texte intégral adapté par Anne-Marie Cadeau-Collin.